Des milliers de manifestants se sont rassemblés jeudi à Khartoum afin de réclamer une nouvelle fois justice pour les manifestants tués dans la répression des rassemblements antigouvernementaux de 2019 ayant conduit à la chute de Oumar El-Béchir. Sa cavale n'aura duré que 4 jours. Le détenu sénégalais surnommé L'As d'évasion a été arrêté jeudi dans l'est du Sénégal, c'est ce qu'a indiqué la gendarmerie. Les autorités nigérianes ont confirmé l'enlèvement de 136 élèves dimanche dans une école privée musulmane dans l'état du Niger. Sans compter ces élèves kidnappés, au moins 730 enfants et adolescents ont été enlevés depuis décembre 2020. C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le détenu sénégalais surnommé L'As de l'évasion a été arrêté jeudi dans l'est du pays, 4 jours après avoir soigné sa réputation en s'échappant de la zone la plus sécurisée d'une prison de Dakar. C'est ce qu'a indiqué la gendarmerie sénégalaise ce jeudi. Celui auquel la presse locale attribue une douzaine d'évasions à l'âge d'environ 32 ans a été arrêté aujourd'hui par les éléments de la gendarmerie à Moussala, à 30 km de Tambacounda, principale ville de l'Est du Sénégal, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la gendarmerie. Baye Mondou Fall, surnommé Boy Djiné, le jeune djinn ou le jeune génie, sera transféré à Dakar sous escorte du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, unité d'élite, a-t-il dit. Baye Mondou Fall, accusé de délit grave, a fait sensation et causé l'embarras de ses gardiens en se faisant la belle dans la nuit de samedi à dimanche. Le nombre de 12 évasions à son actif n'a pas été confirmé à l'AFP par l'administration pénitentiaire. L'intéressé lui-même ne s'est pas prononcé, mais a soigné son renom en apparaissant lundi soir dans un long entretien accordé à une chaîne de télévision privée ITV. Il y disait avoir mis les bouts sans complice, mais à l'ancienne, en défonçant une grille d'aération, sortant à l'aide d'une corde et escaladant un mur. Je fais partie des détenus qui ont passé le plus de temps en prison au Sénégal. Depuis le 24 juillet 2013, je suis derrière les barreaux et ils ne veulent pas me libérer, disait-il pour se justifier. Le Sénégal est régulièrement montré du doigt pour la durée des détentions sans jugement. Le directeur de la prison a été limogé et 4 gardiens arrêtés, a dit mercredi un responsable de l'administration. Nul n'échappe à la censure de Twitter, même quand on est chef d'État. Le réseau social basé en Californie, aux États-Unis, a supprimé ce mercredi un message du président nigérian Muhammadu Buhari. Le texte menaçait les responsables des violences actuelles dans le sud-est du Nigeria. Reportage. La plupart de ceux qui se comportent mal aujourd'hui sont trop jeunes pour être au courant des destructions et des pertes de vies humaines enregistrées lors de la guerre civile nigériane, avait posté sur Twitter le président Muhammadu Buhari. Ceux d'entre nous qui étaient sur le terrain durant ces 30 mois, qui ont connu cette guerre, les traiteront avec le langage qu'ils comprennent, a-t-il ajouté. Pour Twitter, le chef de l'État nigérian a violé les règles du réseau social. Le message a été donc supprimé. Il y a 50 ans, le sud-est du Nigeria avait été le théâtre d'un des plus meurtriers conflits du XXe siècle. En mai 1967, des généraux Igbo d'une province rebelle baptisée la République du Biafra avaient proclamé son indépendance, déclenchant une guerre civile d'une rare atrocité et une terrible famine. En 3 ans, le conflit a fait plus d'1 million de morts. Depuis le début de l'année, au moins 127 policiers ou membres des forces de sécurité ont été tués et de nombreux symboles du pouvoir fédéral ont été attaqués. Le ministre de l'Information de Buhari a répliqué mercredi lors de messages à la presse que si Twitter avait ses propres règles, le président avait le droit de commenter la situation au Nigeria. Il a accusé le réseau social de tolérer les messages du chef du mouvement des peuples indigènes du Biafra qui, selon lui, encourage la violence. Ce groupe séparatiste est né en 2013 et milite pour la création d'un État indépendant. Il a été classé en 2017 comme organisation terroriste par Abuja. Les autorités nigérianes ont confirmé l'enlèvement de 136 élèves dimanche dans une école privée musulmane dans l'état du Niger. Excepté ces 36 enfants de décembre 2020 à aujourd'hui, 720 enfants, adolescents et élèves y compris ont été enlevés dans ce pays. Reportage.
Le gouvernement de l'État du Niger a confirmé sur son compte Twitter que le nombre d'élèves enlevés par des bandits à l'école musulmane Salihou Tanko située à Tejina est de 136. Les forces de sécurité font de leur mieux pour assurer le retour en sécurité des enfants, assure le gouvernement, mais elles agissent avec prudence dans la poursuite des bandits pour éviter des dommages collatéraux. Les autorités de l'État demandent également l'aide du gouvernement fédéral afin de mieux les équiper pour pouvoir affronter ces bandits. Dimanche après-midi, de nombreux hommes armés sont arrivés à moto dans la localité de Tejina où ils ont commencé à tirer, tuant un habitant et en blessant un autre avant d'enlever les enfants. Environ 200 enfants se trouvaient dans l'école au moment de l'attaque. Certains avaient réussi à s'enfuir, tandis que les ravisseurs en avaient relâché plusieurs, âgés de 14 à 12 ans, car trop petits pour marcher, avait indiqué à l'AFP l'un des responsables de l'école. Cette attaque est la dernière d'une série d'enlèvements d'écoliers ou d'étudiants ces derniers mois dans le centre et le nord-ouest du Nigeria, où depuis une décennie, des bandes armées terrorisent les populations, pillant des villages, volant le bétail et pratiquant des rapes de masse contre rançon. Sans compter les écoliers kidnappés dimanche, au moins 730 enfants et adolescents ont déjà été enlevés depuis décembre 2020. Le pays le plus peuplé d'Afrique fait face à d'autres immenses défis sur le plan de la sécurité, notamment une rébellion djihadiste dans le nord-est qui a fait plus de 40 000 morts depuis 2009. Abidjan, Lomé, bouchées double depuis l'annonce du retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire le 17 juin prochain. Le ministre de la Réconciliation a déclaré ce mercredi avoir pris acte. Il a fait cette déclaration à la suite d'une rencontre avec Assoa Adou, qui est le secrétaire général du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo. Le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, a déclaré ce mercredi prendre acte de l'annonce par le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo du retour de ce dernier à Abidjan le 17 juin prochain. Les deux partis sont en négociation, en discussion, pour que ce retour soit un retour apaisé. Maintenant, que ce soit le chef de l'État ou le gouvernement, nous savons que soit d'un pays de droit, Gbagbo est un homme libre, acquitté. C'est à lui de décider de quand il vient dans son pays. Nous avons appris qu'il vient le 17, nous prenons acte. Nous devons réussir cet autre exercice-là du pardon, d'élévation de l'esprit de nos âmes pour aller au pardon, pour donner une chance à la réconciliation et préparer l'avenir de la Côte d'Ivoire de façon plus sereine. Voilà notre vision. Mais il est clair que les victimes, je les rassure, je leur ai toujours dit qu'ils ne seront jamais sacrifiés sur l'autel de la réconciliation. Kouadio Konan-Bertin a fait cette déclaration à la presse à l'issue d'une rencontre avec Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président. Assoa Adou, qui avait annoncé lundi dernier la date du retour de Laurent Gbagbo le 17 juin, a tenu à rappeler qu'en donnant son feu vert début avril au retour de son rival, le président Alassane Ouattara avait dit qu'il pouvait rentrer quand il le voulait. Mais interrogé par l'agence France Presse ce mercredi matin, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, avait estimé que cette date du 17 juin n'était pas consensuelle. La date devrait être discutée de façon consensuelle entre le gouvernement et le parti de Laurent Gbagbo. Or, elle ne l'a pas été, a-t-il dit. Il a également ajouté qu'avant de fixer une date convenant aux deux partis, il fallait mettre en œuvre des dispositions notamment concernant la sécurité de Laurent Gbagbo. Des milliers de manifestants se sont rassemblés ce jeudi à Khartoum afin de réclamer une nouvelle fois justice pour les manifestants tués dans la répression de rassemblements anti-gouvernementaux de 2019. Ces manifestations avaient conduit à la chute de l'ancien président Omar El-Béchir. Les manifestants se sont réunis à l'occasion du 2e anniversaire de la dispersion violente en juin 2019 d'un sit-in organisé dans la capitale soudanaise devant le quartier général de l'armée. La répression de ce rassemblement avait fait au moins 128 morts selon des médecins liés au mouvement de protestation.
Nous sommes venus ici pour commémorer le massacre du sit-in et le fait que, même après la destitution de Béchir, les gens souffrent, a affirmé Eman Babike, 24 ans, déplorant le taux de chômage galopant dans le pays. Les manifestants ont défilé devant l'immeuble du gouvernement et le bureau du procureur général en arborant le drapeau soudanais et des banderoles demandant justice, a constaté un correspondant de l'AFP. Nous voulons envoyer le message au gouvernement que nous pouvons toujours prendre la rue s'ils ne peuvent rendre justice à ceux qui ont été tués, a dit à l'AFP Walid Chazli, un autre manifestant. Les autorités soudanaises avaient barré les principales rues menant au quartier général de l'armée, appelant les manifestants à rester à distance du site. Le mois dernier, 2 personnes avaient été tuées dans la dispersion par les forces de sécurité de rassemblements similaires. Après 3 décennies au pouvoir, Omar el-Béchir avait été évincé en avril 2019 après un soulèvement populaire inédit. Les manifestants étaient toutefois restés pendant des semaines devant le quartier général de l'armée pour obtenir un transfert du pouvoir aux civils avant la répression qui avait duré plusieurs jours. Depuis, les familles des victimes ne cessent de réclamer justice. Les généraux au pouvoir à l'époque continuent de nier avoir ordonné cette dispersion sanglante. Le Soudan est dirigé depuis août 2019 par des autorités de transition à majorité civile qui ont promis de rendre justice aux victimes du mouvement de contestation et à leurs familles. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie de nos programmes. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge.